Hollywood adore se vanter des blockbusters à 1 milliard de dollars, mais pour chaque succès retentissant, il y a un désastre spectaculaire qui a laissé les studios saigner de l'argent. Les années 2000 n'étaient pas seulement un âge d'or des franchises, elles étaient aussi un cimetière de paris coûteux. Certains films étaient condamnés dès le départ, tandis que d'autres se sont effondrés sous leur propre poids. Alors, quels projets brillants se sont transformés en cauchemars financiers? Plongeons dans les échecs au box-office qui ont réécrit les règles du risque à Hollywood. Les aventures de Pluto Nash, 2002. Eddie Murphy était autrefois la plus grande star de la planète. À la fin des années 90, il pouvait lancer presque n'importe quoi. C'est pourquoi Warner Brothers pensait que lui donner une comédie de science-fiction à 100 millions de dollars se déroulant sur la Lune était un pari sûr. Spoiler, ce ne l'était pas. Les aventures de Pluto Nash n'ont pas seulement sous-performé, elles ont fait un flop total, rapportant un humiliant 7 millions de dollars dans le monde entier. Ce n'est pas juste un échec, c'est un cratère de carrière. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Pour commencer, le film a été retardé pendant des années et jeté dans les salles avec peu de confiance marketing. Les critiques ont déchiré le scénario, le qualifiant de plate, sans vie, et à peu près aussi drôle qu'un contrôle fiscal. Les spectateurs étaient d'accord. Malgré le nom de Murphy sur l'affiche, personne ne s'intéressait à un propriétaire de boîte de nuit futuriste combattant des gangsters lunaires. Quand votre grande comédie à effets spéciaux rapporte moins que certains documentaires, vous savez que le désastre a frappé. Les conséquences? Pluto Nash est devenu un avertissement à Hollywood, souvent en tête des listes des plus grands flops jamais réalisés. Cela a freiné l'élan de Murphy à un moment où il essayait d'équilibrer les films familiaux avec les comédies pour adultes. Les studios ont appris à leurs dépens que le pouvoir des stars ne peut pas à lui seul sauver un concept faible. En fait, Pluto Nash est moins retenu comme un film que comme une blague. Il n'a pas seulement fait un flop, il a explosé, laissant un cratère dans la filmographie d'Eddie Murphy, dont on plaisante encore aujourd'hui. Sahara, 2005. Imagine Indiana Jones, mais avec Matthew McConaughey, des chasses au trésor dans le désert, et des procès d'entreprise. C'est Sahara. Sur le papier, il avait tout. Action, romance, lieux exotiques, et un casting mené par McConaughey, Penelope Cruz et Steve Zahn. Mais en coulisses, le budget a explosé pour atteindre la somme vertigineuse de 160 millions de dollars. Le résultat? Un box-office mondial de 119 millions de dollars. Au moment où les coûts de marketing ont été comptabilisés, Sahara aurait pu perdre plus de 100 millions de dollars. Voici le hic. Le film n'était pas un désastre total à l'écran. Le public l'a trouvé regardable, avec McConaughey s'appuyant sur son charme de voyou. Mais être regardable ne justifie pas un budget plus grand que la plupart des films de super-héros de son époque. Des reshoots interminables, des retards de production et les coûts des lieux exotiques ont fait grimper le budget dans la stratosphère. Des poursuites ont révélé à quel point les dépenses étaient mal gérées. L'argent a été dépensé en luxe, réécriture et même en comptabilité douteuse. Les conséquences ont été brutales. Paramount et ses partenaires voulaient lancer une franchise à succès basée sur les romans de Dirk Pitt de Clive Cussler. Au lieu de cela, ils ont lancé l'un des plus grands casse-têtes financiers de la décennie. Les procès ont traîné pendant des années et Cussler lui-même a été blâmé pour s'être mêlé du scénario. Le rêve d'une série d'aventures de longue durée s'est évaporé du jour au lendemain. Aujourd'hui, Sahara est rappelé non pas pour son histoire, mais comme l'exemple parfait de la façon dont Hollywood peut brûler une montagne d'argent tout en livrant un film qui est juste correct. The Alamo, 2004. Disney pensait que l'histoire américaine vendrait des billets. Après tout, l'Alamo original de 1960 avait été un film de prestige. Mais le remake de 2004 avec Dennis Quaid et Billy Bob Thornton a prouvé le contraire. Avec un budget de plus de 100 millions de dollars, l'Alamo a trébuché dès le départ et a à peine atteint 25 millions de dollars dans le monde. Ce n'est pas un échec. C'est une reddition totale. Pourquoi cela s'est-il effondré? Le timing et le ton. Sorti dans un climat post-11 septembre, le film a essayé de se vendre à la fois comme un spectacle patriotique et un réalisme brut, mais le public n'a adhéré à aucune des deux versions. Les scènes de bataille traînaient, le travail des personnages semblait plat, et les critiques n'ont pas été indulgents. Même le charisme de Thornton, en tant que Davy Crockett, n'a pas pu relancer le projet. En coulisses, la production avait déjà perdu de l'argent.
20. À l'origine, Ron Howard devait réaliser avec Russell Crowe dans le rôle principal. Lorsque tous deux ont abandonné, le budget a été réduit. Des réécritures ont été commandées et les compromis se sont accumulés. Ce qui est arrivé dans les salles ressemblait à la moitié de l'épopée qu'il était censé être. Disney a subi l'un de ses plus gros échecs de la décennie, anéantissant tout espoir pour des épopées historiques en dehors des contes de fées animés. The Alamo n'était pas seulement un échec au box-office. C'était la preuve que les projets de prestige pouvaient couler aussi rapidement que les comédies ou les films d'action. L'héritage, un rappel que l'on ne peut pas transformer le patriotisme en profit, peu importe l'ampleur du budget. Stealth, 2005. Un thriller futuriste sur un avion de chasse alimenté par l'IA, devenant incontrôlable, semble être un blockbuster excitant. Au lieu de cela, Stealth est devenu l'un des cauchemars les plus douloureux de Sony au box-office. Avec un budget de 135 millions de dollars, le film n'a rapporté que 79 millions de dollars dans le monde. C'est moins Top Gun et plus Top Flop. Réalisé par Rob Cohen, tout juste sorti de XXXX et de The Fast and the Furious, Stealth était censé être un autre mastodonte de l'action. Il mettait en vedette Josh Lucas, Jessica Biel et Jamie Foxx, fraîchement auréolés de son Oscar pour Ray. Pourtant, même le nouveau prestige de Fox n'a pas pu le sauver. Le plus gros problème du film? Les spectateurs n'ont pas accroché à l'histoire. L'idée de combattre un drone rebelle était peut-être en avance sur son temps, mais le scénario était stéréotypé et les personnages peu développés. Les critiques étaient cinglantes, le qualifiant de mélange de clichés sans ancrage émotionnel. Pire encore, les effets spéciaux, qui ont englouti une grande partie du budget, n'étaient pas suffisants pour impressionner un public déjà gâté par de meilleurs CGI ailleurs. Une fois le bouche à oreille installé, Stealth a plongé plus vite que son méchant numérique. La perte financière de Sony était stupéfiante, et le film est rapidement devenu synonyme de potentiel gâché. Ironiquement, le concept de guerre par drone est devenu un sujet de discussion mondiale seulement quelques années plus tard. S'il était sorti plus tard avec un scénario plus affûté, Stealth aurait pu sembler prophétique. Au lieu de cela, on s'en souvient comme d'un échec propulsé par des jets qui a brûlé des millions et n'a presque rien rapporté en retour. The Island, 2005. Michael Bay n'est pas étranger aux explosions ou aux budgets coûteux, mais The Island a prouvé que même Bay pouvait livrer un échec financier. Ayant coûté environ 126 millions de dollars, le film n'a rapporté que 162 millions de dollars dans le monde. Cela semble correct, non? Faux. Après le marketing et la distribution, les analystes ont estimé des pertes dépassant 50 millions de dollars. Pour un réalisateur connu pour les films Transformers à 1 milliard de dollars, c'était embarrassant. L'histoire, avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson, était centrée sur des clones s'échappant d'une installation dystopique après avoir découvert qu'ils sont récoltés pour leurs organes. Il avait du potentiel, mélangeant frissons de science-fiction et questions éthiques, mais le public n'a pas accroché. Les critiques ont qualifié la première moitié de lente et la seconde de course-poursuite creuse. Malgré des visuels élégants, le film ne pouvait pas décider s'il voulait être une science-fiction réfléchie ou un chaos à la Bay. Les audiences internationales ont aidé à atténuer le choc, mais aux États-Unis, le film a fait un flop. Sa sortie en juillet a coïncidé avec des concurrents plus forts et le marketing n'a pas réussi à vendre le concept. Beaucoup de spectateurs ont pensé que c'était juste un autre film d'action clinquant. À long terme, The Island est devenu une note de bas de page dans la carrière de Bay, un rare faux pas avant sa série de méga-franchises. McGregor et Johansson se sont rapidement remis, mais le film lui-même est tombé dans l'oubli. Si rien d'autre, cela a montré que même avec des effets tape à l'œil, des courses-poursuites et des stars de premier plan, le public veut toujours une histoire qui les captive. Sans cela, même Michael Bay ne peut échapper au rayon d'explosion d'un échec au box-office. Speed Racer, 2008. Quand les Wachowski ont suivi la trilogie Matrix, Hollywood s'attendait à une autre franchise révolutionnaire. Au lieu de cela, ils nous ont donné Speed Racer, une adaptation d'anime saturé de néon qui a laissé le public étourdi, les critiques perplexes et Warner Brothers face à une perte de plus de 100 millions de dollars. Avec un budget de production de 120 millions de dollars et des recettes mondiales de seulement 94 millions de dollars, ce film était moins un tour de victoire qu'une sortie de piste. Les visuels étaient déjantés. Le film ressemblait à un dessin animé en live-action, baigné de CGI aux couleurs bonbons, avec des voitures qui volaient dans les airs de manière impossible.
Années 80. Pour les fans d'anime hardcore, c'était un pari audacieux, mais pour le grand public, c'était une surcharge sensorielle. De nombreux spectateurs se plaignaient que regarder Speed Racer ressemblait à fixer une lumière stroboscopique pendant 2 heures. Les familles ne s'y sont pas ruées, les adolescents n'étaient pas intéressés, et les critiques l'ont rejeté comme étant du style sans substance. Warner Brothers comptait sur la renommée des Wachowski pour transformer Speed Racer en un méga succès, mais ils ont sous-estimé à quel point la série originale était vraiment de niche aux États-Unis. Contrairement à Transformers, qui bénéficiait d'une nostalgie de masse grâce à sa gamme de jouets, Speed Racer n'a jamais eu cette base large. Ajoutez à cela une campagne marketing confuse et une date de sortie quelques semaines avant qu'Iron Man ne lance le mastodonte Marvel, et vous avez une recette pour le désastre. Au fil du temps, le film a acquis un statut culte, certains critiques louant désormais ses visuels expérimentaux. Mais au box-office, Speed Racer a été un rappel brutal que l'innovation ne rime pas toujours avec profit. Parfois, le public veut juste un voyage plus simple. Final Fantasy, Les créatures de l'esprit, 2001. L'année 2001 promettait l'avenir du cinéma. Des personnages en images de synthèse photoréalistes qui rivaliseraient avec les acteurs en chair et en os. Final Fantasy. Les créatures de l'esprit devaient être la révolution. Au lieu de cela, il est devenu l'une des expériences les plus coûteuses de l'histoire d'Hollywood et l'un de ses échecs les plus notoires. Avec un budget de 137 millions de dollars, Square Pictures a tout investi pour créer des personnages numériques qui semblaient étrangement humains, et ils ont réussi, en quelque sorte. Les personnages avaient des yeux, des cheveux et des textures de peau réalistes, mais le public ne pouvait se défaire de la sensation de vallée dérangeante. L'animation était impressionnante, mais troublante, et l'histoire, un mélange confus d'esprits extraterrestres, de mysticisme de science-fiction et d'allégorie environnementale, a même déconcerté les fans de la franchise de jeux vidéo dont elle empruntait le nom. Au box-office, il a à peine atteint 85 millions de dollars dans le monde. Pire, Square Pictures, le studio derrière, a fait faillite. Ce film unique a tué le rêve d'un studio d'animation par ordinateur de longue durée pour rivaliser avec Pixar. Les répercussions ont été si graves que Square a dû fusionner avec le rival Enix juste pour survivre dans l'industrie du jeu vidéo. Avec le recul, Spirits Within était en avance sur son temps. Les spectateurs d'aujourd'hui acceptent le rajeunissement numérique, la capture de mouvement et les images de synthèse photoréalistes. Mais, en 2001, la technologie n'était pas tout à fait prête et la narration n'était pas assez solide pour combler le fossé. Au lieu de révolutionner le cinéma, il est devenu une mise en garde. Peu importe à quel point vos effets sont avancés, vous avez toujours besoin d'une histoire qui intéresse les gens. Battlefield Earth, 2000. Peu de films ont été ridiculisés aussi implacablement que Battlefield Earth. John Travolta l'a appelé son projet passion, envisageant une grande épopée de science-fiction basée sur le roman de L. Ron Hubbard. Ce que le public a obtenu à la place, c'était 2 heures d'angle de caméra incliné, d'effets bon marché et de performances qui ressemblaient à des prises ratées d'un sketch parodique. Le budget était de 73 millions de dollars. Les recettes mondiales étaient de 29 millions de dollars. Pire encore, sa réputation comme l'un des pires films jamais réalisés persiste encore. Travolta, tout juste revenu sur le devant de la scène grâce à Pulp Fiction, s'est lancé dans le rôle de Terl, un extraterrestre de 9 pieds avec des dreadlocks. Mais le maquillage avait l'air ridicule, les dialogues étaient risibles, et la mise en scène transformait tout en comédie involontaire. Les critiques l'ont démoli, et le bouche à oreille s'est répandu comme une traînée de poudre. Ce qui devait être un tremplin pour une nouvelle franchise de science-fiction est instantanément devenu le souffre-douleur préféré d'Hollywood. Le côté financier était tout aussi chaotique. La société de production a fait faillite, des poursuites ont été engagées, et les investisseurs ont affirmé avoir été trompés sur les perspectives du film. Au final, Battlefield Earth est devenu plus célèbre pour son implosion que pour son intrigue. Même aujourd'hui, c'est utilisé comme un raccourci pour désastre cinématographique. Quand un film est comparé à Battlefield Earth, vous savez que c'est mauvais. La carrière de Travolta a mis des années à se remettre et l'héritage du film est scellé. Un mélange bizarre d'arrogance, de mauvais timing et d'exécution encore pire. Town and Country, 2001. Une comédie romantique avec Warren Beatty, Diane Keaton, Goldie Hawn et Gary Shandling semble être un succès assuré. Au lieu de cela, Town and Country est devenu l'un des échecs les plus infâmes de sa décennie.
En effet, Town and Country de 2002, avec un budget qui a grimpé à 90 millions de dollars et un maigre revenu mondial de 10 millions de dollars, cette comédie romantique légère s'est transformée en une histoire d'horreur pour l'industrie. Les problèmes ont commencé pendant la production. Des réécritures et des reshoots interminables ont prolongé le tournage pendant des années. Beatty, notoirement méticuleux, n'a cessé de demander des changements et chaque retard coûtait des millions. Lorsque le film est finalement sorti en salle, il semblait daté et incohérent. L'humour était plat, le rythme était décalé et les critiques l'ont démoli. Pour une comédie romantique, il manquait aussi de cœur. L'histoire de couples aisés de Manhattan, naviguant l'infidélité et les crises de la quarantaine, semblait à côté de la plaque, surtout pour le public du début des années 2000 qui cherchait de l'évasion, pas des leçons sur les problèmes des riches. Même le casting de stars n'a pas pu le sauver. Les conséquences ont été brutales. Beatty, autrefois une figure incontournable d'Hollywood, a pratiquement disparu des écrans par la suite. Les studios ont vu Town and Country comme la preuve que des ensembles de stars ne pouvaient pas automatiquement garantir le succès. Le film est devenu un exemple classique de la façon dont le chaos en coulisses peut couler un projet bien avant qu'il n'atteigne le public. En bref, Town and Country n'a pas seulement fait un flop, il est devenu une histoire édifiante chuchotée dans les salles de réunion d'Hollywood chaque fois que les budgets dérapent. Alexander, 2004. Oliver Stone n'était pas étranger aux épopées controversées, mais Alexander était censé être son chef-d'œuvre. Avec Colin Farrell dans le rôle d'Alexandre le Grand, Angelina Jolie dans celui de sa mère, et un budget de production de 155 millions de dollars, Warner Brothers s'attendait à des récompenses et des bénéfices. Au lieu de cela, ils ont obtenu une épopée historique confuse et désordonnée, qui a à peine récupéré ses coûts, rapportant 167 millions de dollars dans le monde, mais perdant des dizaines de millions après le marketing. Le plus gros problème, le ton. Le film ne pouvait pas décider s'il s'agissait d'un grand spectacle ou d'une étude de personnages. La réalisation lourde de Stone a laissé le public ennuyé et les critiques lever les yeux au ciel. Farrell, bien que talentueux, n'était pas prêt à porter un projet de cette envergure et sa performance a été largement critiquée. Ajoutez à cela un choix d'accent bizarre de Jolie et une narration qui semblait sauter sauvagement à travers l'histoire, et le résultat fut le chaos à l'écran. La sortie fut désastreuse. Les critiques l'ont qualifié de gonflé et incohérent, et le public l'a évité. Stone a remonté le film plusieurs fois, sortant finalement 3 versions différentes au fil des ans, mais aucune n'a pu réparer les dégâts. Pour Warner Brothers, Alexander a été un rappel coûteux que tous les épopées historiques ne peuvent pas être gladiateurs. Au lieu de prestige, il est devenu une blague à Hollywood, souvent cité comme preuve que l'ambition sans focus peut couler même le projet le plus prometteur. Chronologie 2003. Les romans de Michael Crichton étaient autrefois des mines d'or pour Hollywood. Jurassic Park l'avait prouvé avec un succès retentissant, donc lorsque Paramount a adapté Timeline, les attentes étaient très élevées. Au lieu de cela, le film est devenu un désordre de voyage dans le temps qui a coulé sans laisser de traces. Avec un budget d'environ 80 millions de dollars, il n'a rapporté que 43 millions de dollars dans le monde, laissant le studio dans l'embarras et le public perplexe. L'intrigue semblait prometteuse. Des archéologues utilisent une machine semblable à un trou de verre pour sauver leur professeur coincé dans la France du XIVe siècle. Mais ce qui aurait pu être un mélange palpitant d'histoire et de science-fiction est devenu une aventure confuse et sans vie. Le réalisateur Richard Donner, connu pour L'Arme fatale et Superman, semblait perdu ici. Le rythme traînait, les personnages étaient superficiels, et les règles du voyage dans le temps avaient moins de sens qu'une énigme griffonnée au crayon. Même le casting n'a pas pu le sauver. Gerard Butler, Francis O'Connor et Paul Walker ont fait de leur mieux, mais le scénario les a laissés en plan. Les critiques ont qualifié les dialogues de maladroits et l'action de peu inspirée. Au moment où le public a fini par le regarder, le bouche à oreille l'avait déjà condamné. L'échec de Timeline a tué toute chance de lancer une franchise inspirée de Crichton en dehors de Jurassic Park. Au lieu de captiver le public avec des batailles médiévales et des merveilles scientifiques, cela a simplement rappelé à tout le monde que tous les livres à succès ne se transforment pas en or au box-office. La planète au trésor, 2002. Disney a eu de nombreux succès animés, mais La planète au trésor a été l'un de ses échecs les plus douloureux. Avec un budget stupéfiant,
$240 millions, cette version de science-fiction du classique de l'aventure de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, n'a rapporté que $110 millions dans le monde. Une fois le marketing pris en compte, les pertes étaient énormes, apparemment proches de $100 millions. Le film n'était pas sans ambition. En mélangeant l'animation traditionnelle dessinée à la main avec des images de synthèse de pointe, Disney voulait prouver que l'animation en 2 dimensions avait encore sa place à l'ère numérique. L'histoire réimaginait la saga des pirates dans l'espace, avec des navires solaires et des mondes extraterrestres. Sur le papier, c'était un pari audacieux. À l'écran, c'était visuellement époustouflant, mais narrativement décevant. Sorti seulement quelques semaines après Harry Potter et la Chambre des Secrets et Super Noël 2, le film a été enterré sous une forte concurrence défaite. Les spectateurs se sont tournés vers des franchises établies et ont ignoré l'expérience de Disney. Pire, les critiques ont trouvé les personnages fades et les enjeux émotionnels insuffisants par rapport aux classiques de Disney. À long terme, La planète au trésor est devenue le bouc émissaire de la décision de Disney de se tourner entièrement vers l'animation en images de synthèse, laissant l'animation dessinée à la main de côté. Aujourd'hui, il a un culte parmi les fans qui admirent son design audacieux, mais en 2002, c'était un naufrage financier qui a contribué à couler la division d'animation traditionnelle de Disney. L'Invasion, 2007. Les remakes peuvent parfois raviver des histoires classiques. D'autres fois, ils s'écrasent et brûlent spectaculairement. L'Invasion, une version moderne de L'Invasion des profanateurs, est tombée fermement dans la 2e catégorie. Avec un budget de $80 millions, il n'a rapporté que $40 millions dans le monde, en faisant l'un des échecs de science-fiction les plus oubliables de la décennie. Le casting était prometteur. Nicole Kidman et Daniel Craig, 2 grandes stars à l'époque. Le concept, des extraterrestres remplaçant discrètement les humains par des doubles sans émotion, était opportun, surtout dans un monde post-11 septembre où la paranoïa était élevée. Mais des problèmes de production ont tout fait dérailler. Les projections tests se sont si mal passées que le studio a fait appel aux Wachowski pour réécrire des parties du scénario et à James McTeigue, 5, pour Vendetta, pour retourner des sections majeures. Le résultat? Un gâchis incohérent. Le public pouvait ressentir la lutte en coulisses. Certaines scènes ressemblaient à un thriller psychologique. D'autres, comme un film d'action, forcé à la dernière minute. Le ton était inégal, les frayeurs peu convaincantes, et la fin si abrupte qu'on avait l'impression que le studio était à court d'idées. Au lieu de raviver l'intérêt pour l'histoire légendaire, The Invasion est disparu discrètement, ne laissant presque aucune empreinte culturelle. C'est un parfait exemple de la façon dont la panique des studios et les reshoots bricolés peuvent tuer même les concepts les plus durables. Rollerball, 2002. Certains remakes échouent, d'autres redéfinissent le mot. Rollerball, 2002, a réussi à transformer un classique culte de 1975 en l'un des plus grands embarras du box-office de la décennie. Avec un budget de $70 millions, le film n'a rapporté que $26 millions dans le monde, s'écrasant plus fort qu'un de ses joueurs de roller derby à l'écran. Réalisé par John McTiernan, l'homme derrière Die Hard et Predator, le projet aurait dû être entre de bonnes mains. Au lieu de cela, c'est devenu un cauchemar pour le studio. Les premières audiences ont tellement détesté les premiers montages que le film a été retourné, remonté et retardé plusieurs fois. Le produit final ressemblait à un assemblage fait dans la panique. Le casting, Chris Klein, LL Cool J et Rebecca Romijn, n'était pas suffisant pour attirer les foules. L'histoire d'un sport futuriste brutal, manipulé pour l'audience, aurait pu être percutante et pertinent à l'ère de la télé-réalité. Au lieu de cela, il semblait inachevé et étrangement édulcoré. Les scènes d'action étaient confuses, le montage haché, et l'ensemble donnait une impression de bas de gamme, malgré le budget en hausse. Les critiques l'ont éreinté, le qualifiant d'incohérent et ennuyeux. Le public n'est tout simplement pas venu. Pire encore, cela a terni la réputation de McTiernan, l'éloignant encore plus de la liste A d'Hollywood. Rollerball reste l'un de ces films que l'on mentionne uniquement en parlant de désastres légendaires. Giggly, 2003. Parfois, un film échoue non seulement à cause de ce qui est à l'écran, mais à cause du cirque qui l'entoure. Giggly, avec Ben Affleck et Jennifer Lopez, est peut-être la comédie romantique la plus célèbre des années 2000.
Avec un budget de 75 millions de dollars, il a rapporté un maigre 7 millions de dollars dans le monde entier, cimentant sa place comme l'un des plus grands désastres d'Hollywood. Une partie du problème était le timing. La relation très médiatisée d'Affleck et Lopez dominait déjà les tabloïds, et le public était lassé avant même que le film ne sorte en salle. Le marketing s'appuyait fortement sur leur romance réelle, mais le film lui-même était une histoire maladroite et sans direction que les critiques ont qualifié de douloureusement pas drôle. Les reshoots ont empiré les choses. Le réalisateur Martin Brest aurait perdu le contrôle du film, le studio imposant des réécritures et des montages dans une tentative de le sauver. Ce qui est arrivé dans les salles ressemblait moins à un film qu'à un projet Frankenstein assemblé par désespoir. Les conséquences ont été brutales. Brest n'a plus jamais réalisé. La carrière d'Affleck a mis des années à se rétablir, ne retrouvant son élan qu'avec Hollywoodland et plus tard Gone Baby Gone. Lopez est retourné à la musique et a finalement rebondi dans le cinéma. Mais le mot giggly est devenu un raccourci à Hollywood pour un film si mauvais qu'il en est presque légendaire. Même aujourd'hui, lorsque les gens discutent des plus grands échecs de tous les temps, Giggly est assuré de figurer sur la liste, non pas à cause de ses risques artistiques ou de son budget colossal, mais parce qu'il incarnait tout ce qui peut mal tourner lorsque le batège médiatique, le pouvoir des stars et une narration faible se rencontrent. Alors, voilà, les 15 plus grands échecs au box-office des années 2000. Des expériences ratées au remake mal avisé. Ces films prouvent que même les grandes stars et les budgets énormes ne garantissent pas le succès. Lequel de ces désastres vous souvenez-vous avoir regardé? L'un d'eux méritait-il une seconde chance ou était-il condamné dès le départ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de plongées profondes dans Hollywood.